« 27 avril 1928. Le paquebot Paris entre dans le port du Havre. À son bord, Maurice Ravel revient d'une tournée triomphale aux États-Unis. Sur le quai, son frère Édouard est venu l'accueillir avec quelques amis. Ravel ignore alors qu'il va bientôt composer l'œuvre la plus jouée au monde et qu'il ne lui reste que 10 ans à vivre. De retour au Belvédère, sa maison de Montfort-l'Amaury, une lettre attend Maurice Ravel. Cher maître, j'attendais votre retour avec une bien vive impatience. La lettre est signée Ida Rubinstein. Ida est russe, danseuse et immensément riche. Elle commande aux plus grands compositeurs de l'époque des ballets sur mesure et a coutume de réserver l'Opéra Garnier plusieurs fois par an. Cette fois, Ida rêve d'un ballet d'inspiration espagnole. Ravel, lui, se verrait bien orchestrer Iberia, le chef-d'œuvre du compositeur Isaac Albéniz. Mais les choses ne s'avéreront pas si simples. Alors qu'il prend quelques jours de vacances à Saint-Jean-de-Luz, il apprend que les droits d'Iberia ne sont pas libres. Au 9 de la rue Touras, Ravel tourne en rond. Le temps presse. Le ballet est programmé dans quelques semaines et Ida a déjà publié les affiches. Le compositeur se lance alors un défi. Il s'est dit, je n'ai pas le temps, évidemment, d'écrire, de composer un nouveau ballet. Je lui écrirai un petit thème qui ne durera pas 1 minute, mais que je vais répéter jusqu'à 18 minutes en comptant. Alors je vais prendre un thème très facile, très simple, que tout le monde peut siffler à la sortie. Revenu à Montfort-l'Amaury, Ravel se met au travail. Des images s'imposent à lui. Il imagine une usine, quelque chose de mécanique, d'inéluctable, un amoureux jaloux, un meurtre, comme dans Carmen. Pourquoi pas? Le 22 novembre 1928, la première du Boléro est donnée à l'Opéra Garnier. Le succès est immédiat. La presse du lendemain évoque une ivresse vertigineuse, une sorte d'hallucination, une incessante sorcellerie. La fièvre gagne Vienne, Milan, New York. René Domange, l'éditeur de Ravel, fonde le BIEM, une entité destinée à défendre les droits nouveaux, née avec l'essor des nouvelles techniques et l'avènement du 78 tours. Le 9 janvier 1930, sous la direction de Ravel, le boléro est une des premières œuvres à être gravée dans la cire. Outre-Atlantique, le phénomène boléro prend de l'ampleur. Une nouvelle chorégraphie est créée à Chicago et à New York, une version foxtrot inaugure la longue liste de ces métamorphoses. Un succès inattendu pour Maurice Ravel, une manne miraculeuse pour René Domange, son éditeur. Avocat de formation, René Domange dirige les éditions Durand. Président de la chambre syndicale des éditeurs de musique, c'est un homme d'influence. Il se pique de peinture et de poésie, mais il est un autre domaine auquel il souhaite se frotter. Plus de 3000 candidats sollicitent les suffrages des électeurs français. Les circonstances commandent impérieusement de subordonner les intérêts particuliers à l'intérêt national, en pensant d'abord à la France, si jeune et si belle, malgré tant de luttes, de deuils et de blessures. Élu député conservateur de Paris, Domange ne tardera pas à s'illustrer par des positions radicales dont il est peu probable que Ravel les eût partagées. Mais 6 mois plus tard, un accident va bouleverser la vie du compositeur. Dans une lettre à son cousin Alfred Perrin, Ravel écrit « Il a suffi de ce stupide accident pour m'anéantir pendant 3 mois. En réalité, un mal plus profond paralyse progressivement la volonté de Maurice Ravel. Un jour de juin 1933, nous étions à Saint-Jean-de-Luz et il était dans l'eau. Il nageait. Il nageait et en sortant de l'eau, il m'a dit « Oh, comme c'est bizarre,
me rappelais plus comment il fallait faire pour nager. Alors, j'ai fait la planche, puis me voilà. Le 6 février 1934, sur ordre de son médecin, Ravel quitte Paris pour la clinique Montrepos en Suisse. C'est un jour d'émeute dans la capitale. Les ligues d'extrême droite descendent dans la rue. La manifestation dégénère, 16 morts et des centaines de blessés. Ravel sombre dans la maladie et la France dans le chaos. Domange se radicalise, il devient un orateur prisé des milieux d'extrême droite. Hollywood achète à prix d'or les droits du boléro. George Raft et Carole Lombard, deux stars de la Paramount, s'élancent à leur tour sur la piste. Tandis qu'avec le virtuose de l'harmonica Larry Adler, le boléro prend des allures de mélodie du Far West. C'est le début d'une gloire planétaire et pour Ravel, celui d'un long calvaire. Une maladie neurologique inconnue qui le prive inexorablement de la faculté de composer. Il travaillait dans sa chambre et il m'appelait. Alors je dis, Maurice, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Il dit, ça, qu'est-ce que c'est? Il me montrait sur son... Alors je lui montrais, Do, Ré, Mi. Maurice, c'est un Mi. Do, Ré, Mi. Ça ne me dit rien du tout. Bientôt, Ravel n'est plus capable d'écrire, ni de signer de son nom. Je lui donne au stylographe de l'époque, comme maintenant, et au moment de signer, comme ça, il me regarde un petit instant et me dit « Voulez-vous m'épeler mon nom ?» Le 3 mai 1936, le Front populaire est porté au pouvoir. Un nouveau ministre des Beaux-Arts est nommé, Jean Zay, qui va bientôt s'opposer au monopole des éditeurs de musique. Maurice Ravel décline irrémédiablement. Le 17 décembre 1937, il entre à la clinique Boileau pour une opération de la dernière chance. C'est un échec. Ravel meurt à 3h30 du matin, le 28 décembre 1937. Il est enterré au cimetière de Levallois-Perret. Le cortège est conduit par son frère, Édouard Ravel. L'éloge funèbre est prononcé par Jean Zay. Jean Zay et René Domange sont adversaires politiques. Ils ne vont cesser de s'affronter dans la décennie à venir. Mais au fait, Maurice Ravel a-t-il laissé un testament? Et quel contrat a-t-il signé avec son éditeur, René Domange?